Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'anecdote. La dernière fois, c'était avant les vacances, on avait raconté 10 anecdotes sur la vie de Baudelaire. Et c'était très bien parce que souvent à l'école, on parle essentiellement de son œuvre et peu de sa vie, tant c'est la déglingue. Mais rassurez-vous, je vous ai trouvé 10 nouvelles anecdotes, comme promis, sur l'œuvre de Baudelaire, 10 anecdotes plus ou moins connues, mais je pense qu'il y en a quelques-unes au minimum qui vont vous surprendre et que vous allez découvrir, parce qu'il n'y a pas que dans sa vie que l'ami Baudelaire il était bien déglingué, dans son œuvre aussi, et on va voir ça tout de suite. Générique. Alors là, Non, parce qu'il y a quelqu'un qui anecdote géniale. Anecdote Non, juste voilà, géniale. côté 31, voilà. Pardon, je veux pas la survendre, mais anecdote géniale. Les écrivains sont de drôles de zig. Le roi du spleen au pays du seum. Cette première anecdote se déroule en 1864. Baudelaire a alors 43 ans, il est à la fin de sa vie, mais bon, il le sait pas encore. Et sa réputation d'artiste sulfureux, qu'il a soigneusement travaillé tout au long de sa carrière, finit par être dérangeante pour lui à Paris. En effet, il a du mal à trouver des éditeurs, on lui ferme énormément de portes, et du coup, il décide de partir, un peu comme un étudiant en médecine, en Belgique, pour y trouver un éditeur, et également pour y donner des conférences sur l'art, puisque Baudelaire est un des plus grands spécialistes de l'art de son époque. Malheureusement, son aventure dans le plat pays ne va pas se dérouler comme prévu. Il ne trouvera aucun éditeur. Les quelques conférences qu'il pourra donner seront un fiasco absolu. Personne ne va venir écouter Baudelaire. Il est un inconnu absolu là-bas. Et du coup, il va se venger contre ce pays qui ne le juge pas à sa juste valeur. Alors qu'il est à Bruxelles, ville qu'il qualifie lui-même de capitale des singes, il va se lancer dans la rédaction de 33 chapitres qui donnent de bonnes raisons de détester la Belgique. Tous ces chapitres vont être regroupés sous un titre qui parle de lui-même, « Pauvre Belgique ». On peut y lire par exemple ce genre de citation. « La France a l'air bien barbare vue de près, mais allez en Belgique et vous deviendrez moins sévère pour votre pays. » Ou encore l'épitaphe imaginaire « La Belgique est morte, enfin ». Heureusement que les Belges sont pas hyper rancuniers, parce que Charles Baudelaire y est pas allé de main morte avec eux. Bonjour à tous, mes amis français. Pour être sûr qu'on s'entende toujours bien, vous inquiétez pas, c'est passé, il y aura la revanche. En même temps, il a seulement pris ces notes-là et ne les a jamais publiées de son vivant. Critique d'art. De son père qu'il a très peu connu et qu'il jugeait lui-même assez mauvais peintre, Baudelaire a néanmoins gardé ce goût pour la peinture. Il va publier tout un tas de textes chaque année, appelés les salons, dans lesquels il donnera son avis sur les dernières œuvres et sur les peintres à la mode. Il va ainsi défendre plusieurs artistes au fil des années. Le premier qu'il va défendre est le romantique Delacroix. Ensuite, il défendra le réaliste Courbet, enfin l'impressionniste Manet. Et évidemment, plein d'autres peintres moins reconnus aujourd'hui. Vraiment, de son vivant, Baudelaire sera avant tout connu pour être un excellent critique d'art, parce qu'il a toujours un coup d'avance sur les autres. Il arrive à déceler chez les peintres ceux qui sont en avance sur leur temps, les précurseurs des mouvements à venir. Et tous ces peintres que j'ai cités qui l'ont marqué, eh bien évidemment, ça transpire dans son œuvre. On retrouve bien dans les textes de Baudelaire l'ambiance sombre et majestueuse des tableaux de Delacroix, ou encore les thèmes très réalistes de Courbet dans les tableaux parisiens des Fleurs du Mal. Ferré de musique. Alors Baudelaire s'est surtout intéressé à la peinture, mais il va également s'intéresser à la musique. Et pourtant, il y connaît strictement rien. Autant en peinture, il est surcalé, autant en musique, le mec, il sait même pas différencier une clé de sol d'une clé de fa. Néanmoins, il a sa sensibilité artistique. Et il va être l'un des tout premiers à défendre le génie de Wagner. À une époque où tout le monde considérait que ce qu'il faisait c'était de la daube, Baudelaire lui disait « Non, Wagner, il y a un truc, c'est quand même un peu stylé ». C'est évident quand vous écoutez un peu de Wagner, d'imaginer la fascination que ces morceaux violents et en même temps majestueux ont pu provoquer chez le poète Baudelaire, évidemment. Nietzsche disait même « Il y a beaucoup de Wagner chez Baudelaire ». Ce qui est intéressant avec la musique, c'est que la boucle sera bouclée, parce que Baudelaire va lui-même inspirer tout un tas d'artistes qui vont s'intéresser à son œuvre et mettre en chanson, ou mettre en musique, ses textes. Parmi les noms les plus illustres qui ont mis en chanson Charles Baudelaire, il y a évidemment Claude Debussy. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Et surtout Léo Ferré et Serge Gainsbourg. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une plus ancienne vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Le poisson doré.
Avant d'être un Télétoubé ou d'être un panda qui fait du kung-fu, Poe était un écrivain américain, Edgar Allan Poe. Un écrivain qui avait son petit succès outre-Atlantique, mais qui était quasiment méconnu en France. En réalité, certaines de ses nouvelles étaient traduites et éditées en France, mais souvent on remodelait complètement ses textes et parfois on ne citait même pas son nom. Mais un jour, en 1847, Charles Baudelaire tombe dans le journal sur une traduction d'une nouvelle de Poe qui s'appelle Le Chat Noir. Cette traduction a été réalisée par Isabelle Meunier, une Anglaise qui avait épousé un Français, et qui a réalisé une traduction extrêmement fidèle. Baudelaire va être vraiment subjugué par les textes d'Edgar Allan Poe, au point qu'il va consacrer une énorme partie de sa vie à traduire l'auteur américain. Il va faire ça pendant 17 ans, alors que lui-même, il est pas très bon en anglais. On raconte même qu'il descendait dans la rue chez l'épicier du coin, qui était d'origine anglaise, pour vérifier les traductions qu'il proposait. Tellement il était français, quoi, donc pas très fort en anglais. Comment ça merde alors? But alors you are French? Be proud of you. Voici ce qu'il écrit par exemple à un de ses amis. Attendez, je l'ai noté parce qu'elle est un peu longue. Savez-vous pourquoi j'ai si patiemment traduit Poe? Parce qu'il me ressemblait. La première fois que j'ai ouvert un livre de lui, j'ai vu, avec épouvante et ravissement, non seulement des sujets rêvés par moi, mais des phrases pensées par moi, écrites par lui, 20 ans auparavant. C'est à la fois stylé et flippant. Ce qui est intéressant, et pourquoi je vous parle de ça, bon, c'est déjà parce que Poe a eu une importance énorme et une influence dans l'œuvre de Baudelaire, mais c'est aussi et surtout parce que beaucoup pensent que si Poe a eu du succès, c'est parce que Baudelaire l'a traduit. Et comme il l'a traduit librement et qu'il était lui-même un écrivain de génie, forcément, ce génie baudelairien a transpiré sur les œuvres plus anciennes d'Edgar Allan Poe. Eh ben, c'est archi faux. Les traductions de Baudelaire sont ultra littérales. Il a vraiment fait aucun effort, il a voulu absolument rester le plus fidèle possible au texte d'Edgar Allan Poe, à tel point que dans une nouvelle, Edgar Poe parle de golden fish, qui signifie, si on le traduit de l'anglais, le poisson rouge. Et Baudelaire, lui, l'a traduit le poisson doré, ce qui rend le truc complètement ouf, parce que c'est pas un poisson doré, c'est un poisson rouge en fait. Là aussi, il a écrit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Il dit « J'ai préféré faire du français pénible et parfois baroque, et donner dans toute sa vérité la technie philosophique d'Edgar Poe. » Alors Baudelaire a aussi traduit d'autres auteurs, évidemment, mais avec aucun il y a eu cette même filiation, cette même fusion qu'avec l'esprit d'Edgar Allan Poe. Un titre pétard. Alors oui, on parle de l'œuvre de Baudelaire, néanmoins, l'œuvre parmi les œuvres de Baudelaire, c'est évidemment Les Fleurs du Mal. Non plus. Ouais, les fleurs du mal, c'est où les fleurs du mal? Les Fleurs du Mal. C'est là, les voilà. Les Fleurs du Mal. J'aime bien cette édition un peu à l'ancienne. Alors, Les Fleurs du Mal, le titre, évidemment, est incroyable, est resté célèbre, etc. Parce que le titre est trop stylé, évidemment. Baudelaire, il voulait un titre qui pète bien, un titre qui soit un peu provoque au moment de la sortie de son recueil. Il avait pensé à tout un tas de trucs. D'abord, il avait pensé au titre « Les lesbiennes », ce qui aurait fait évidemment scandale, même si à l'époque, lesbienne avait un sens moins précis qu'aujourd'hui. C'était vraiment pour désigner une femme dépravée d'une manière générale. Après, il avait pensé à un autre titre, appelé « Les limbes », l'endroit métaphysique dans lequel se retrouveraient les âmes des enfants morts sans baptême dans la religion catholique. Et puis, il y avait un côté un peu trop sérieux, glauque, je sais pas, il n'était pas convaincu par le truc. Et un jour, alors qu'il est dans un bistrot, je crois que c'était au café Lamblin, à Paris, à boire un canon avec un de ses amis, Hippolyte Babou, il lui dit « Ouais, je galère à trouver un titre qui claque, je sais pas quoi prendre. » Et son pote lui dit « Bah, t'as qu'à appeler ça Les Fleurs du Mal. » Et Baudelaire, il fait « Mais grave, c'est une trop bonne idée. » Et du coup, il a pris ça. Et ce qui est ouf, c'est que le titre de Baudelaire, qui résume complètement sa vision des choses, c'est-à-dire arriver à sortir du beau de ce qui apparemment est dégoûtant, répugnant, sale, mauvais, et d'en tirer quelque part de la beauté, faire sortir les fleurs du mal, c'est tout le projet poétique de Baudelaire, et en fait, le titre, qui résume si bien son œuvre, ne sort pas de son cerveau, mais de celui d'un de ses potes, alors qu'ils étaient en train de boire une bière dans un bistrot. Moi je trouve ça stylé. Et concrètement, il a réussi son coup. Le titre pétard a bien fonctionné et son bouquin a fait un scandale à sa sortie. Malgré ses précautions sur le titre même du recueil, évidemment, le recueil va faire scandale
Et beaucoup de critiques à l'époque vont être extrêmement violents concernant le recueil, mais aussi et surtout la personnalité de Baudelaire, qui, je vous le rappelle et je vous renvoie à la vidéo d'avant, avait un certain goût pour la provoque. Donc forcément, ça a mordu à l'hameçon, ça a fait un buzz à l'époque, et on lui est pas mal tombé dessus. Et lui, ça lui allait, ça faisait malgré tout parler de lui. Le truc, c'est que la justice va s'intéresser pour la première fois de notre histoire à l'art noble qu'est la poésie. On va reprocher aux Fleurs du Mal d'être un outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Alors le procès des Fleurs du Mal dont on a tant parlé va être instruit par quelqu'un qu'on connaît bien, le juge Pinard, celui-là même qui avait réussi à faire condamner Flaubert pour Madame Bovary quelques années plus tôt. Baudelaire s'en sortira pas si mal puisqu'il aura une lourde amende et seulement on lui demandera de retirer 6 poèmes des Fleurs du Mal. Le souci, c'est qu'il avait vraiment construit son œuvre comme un ensemble unique et très organisé, et du coup, tout ça a complètement mis le bordel dans son œuvre, en fait. Ça a désorganisé, ça a désharmonisé tout le recueil, donc il était malgré tout dégoûté, il pensait pas qu'on censurerait un recueil de poèmes. Ce n'est qu'en 1856, quelques années plus tard, que ces 6 poèmes-là seront publiés à part, sous le titre « Les épaves ». Et Baudelaire ne manquera pas l'occasion d'en envoyer un exemplaire dédicacé au juge Pinard. Le recueil des Fleurs du Mal sortira un peu plus tard avec 35 nouveaux poèmes que Baudelaire aura écrits, puisqu'il va écrire tout au long de sa vie. Mais l'harmonie voulue initiale, elle a été définitivement perdue lors des publications de son vivant. Alors, dernier fun fact à propos de ça, sachez que la condamnation des Fleurs du Mal ne sera officiellement levée qu'en 1967. Ça fait quand même assez long. Champion de la prose. 4 jours seulement après la condamnation des Fleurs du Mal, la presse publie des poèmes en prose de Charles Baudelaire. C'est pas lui réellement l'inventeur de ce genre littéraire-là, puisque le premier à faire ça en français, c'est Aloysius Bertrand, mais Baudelaire va vraiment pousser au maximum les possibilités de ce genre-là. Et vraiment, quand on lit ces textes, bien que ça soit de la prose, on peut pas se dire autre chose que c'est un poème en fait. Il arrive à jouer à dégager des rythmes dans la prose et à apporter des images complètement hallucinées et géniales. Donc vraiment, les poèmes en prose de Baudelaire, c'est exceptionnel et c'est lui qui a vraiment mis à la mode un petit peu ce genre-là. C'est en ça qu'il est, d'une certaine manière, le précurseur des auteurs plus modernes. Il va aller explorer, expérimenter la poésie dans des zones vraiment qui sont inattendues à l'époque. La lettre à Victor Hugo. Comme la plupart des écrivains de son temps, Baudelaire va vouloir être validé, adoubé par le grand patron des poètes au XIXe siècle, parce qu'il a vécu très longtemps et qu'il était tout en haut de son vivant. Je parle évidemment de Victor Hugo. Baudelaire va donc lui adresser une lettre, en lui envoyant quelques poèmes, espérant avoir une réponse positive, et Victor Hugo lui répondra jamais. Pourquoi ? On ne sait pas. Mais l'ami Baudelaire, du coup, va être hyper vexé de ne pas avoir reçu de réponse. En public, évidemment, il continuera à dire que Victor Hugo est un génie, mais en privé, il ratera pas une seule occasion pour lui cracher dessus. À la publication des Fleurs du Mal, Victor Hugo va entendre parler du scandale, va lire le recueil, et écrira à ce moment-là à Baudelaire en lui disant « Vos Fleurs du Mal rayonnent et éblouissent comme des étoiles ». Malgré cette lettre pourtant élogieuse, Baudelaire gardera sa rancœur bien tenace contre Victor Hugo jusqu'au bout de sa vie. Mais le mec, il est quand même un peu rancunier, hein. Au-delà du monde romantique connu. Du coup, on se dit, bon, le mec, il est validé par Victor Hugo, il est fan de Wagner, il est fan de Delacroix. Bon, c'est un romantique. Eh ouais, mais non, mais le gars, il parle de la ville tout le temps, alors que les romantiques, ils aiment parler de la nature. Et Baudelaire se moquera d'eux en disant qu'il ne fait pas partie de ceux qui sacralisent les légumes. Donc, il est anti-romantique. Il est réaliste, il défend Courbet, il écrit des poèmes en prose. C'est pas si simple. En fait, il va piocher ses influences un peu partout. Oui, il y a un peu de romantisme chez Charles Baudelaire. Si vous lisez l'Albatros, il y a ce côté le poète au-dessus des nuées, intouchable, prophète, etc. On a aussi le mal du siècle qui était bien présent chez les romantiques et que lui va appeler le spleen, mais qui en est la suite logique. Du Parnasse, puisqu'il était aussi très ami avec Théophile Gautier, il va garder un certain goût de la perfection stylistique, formelle. On va avoir des poèmes absolument parfaits, magnifiques chez Baudelaire. Une harmonie rythmique poussée à son paroxysme. Baudelaire va piocher de ses influences comme ça à droite, à gauche, et puis il va créer une œuvre qui est au final unique. Peut-être que celui qui en parle le mieux, c'est Sainte-Beuve, qui disait de Baudelaire que son œuvre s'inscrivait par-delà les confins du monde romantique connu. Baudelaire, c'est ça.
le premier des grands. Dernière anecdote, pour montrer quand même la postérité et l'importance de Baudelaire dans notre histoire, en 1931, la bibliothèque de la Pléiade est créée. Elle n'a pas encore rejoint les éditions Gallimard, et déjà cette édition que vous connaissez bien, hein, moi j'en ai quelques-uns avec moi. D'ailleurs, j'ai celui de Baudelaire. Lorsqu'en 1931, la bibliothèque est créée, le tout premier tome de cette bibliothèque de la Pléiade, c'est le premier volume des œuvres complètes de Charles Baudelaire. C'est à lui qu'on pense en premier quand on veut éditer les plus grands écrivains français et mondiaux dans un format poche et en même temps hyper durable parce que en papier bible. Cette bibliothèque de luxe, vraiment qui consacre les plus grands auteurs, quand on la lance, le premier à qui on pense, c'est Baudelaire. Et ça c'est beau, et ça c'est un signe. Si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager de conclure. J'espère que cette vidéo sur Baudelaire vous a plu. Moi je range ça, hop. Je vous avais promis un 3e épisode sur Baudelaire et les femmes parce qu'il y a énormément de choses à dire et oui, je vais le faire. Mais en attendant, pour le mois prochain, on va rester dans la poésie. Je vais vous faire une petite vidéo sur les poètes surréalistes, histoire de ne pas rester trop longtemps que sur Baudelaire. Mais j'ai déjà commencé à écrire celui sur Baudelaire et les femmes, il sortira. Donc si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires déjà si vous êtes impatient. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça sortira bientôt. Allez, petite question comme ça. Quel est le poème de Baudelaire, puisqu'on parle de son œuvre, ou la punchline de Baudelaire que vous préférez? Moi, personnellement, c'est le vers « J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans ». Je pense que s'il n'avait écrit que ça suffirait pour le mettre sur le podium des meilleurs poètes français. Voilà, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur cette chaîne ou à bientôt sur Twitch. Mettez-moi votre vers préféré ou votre poème préféré de Baudelaire dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, ça fait plaisir. Abonnez-vous, mettez la cloche et tout le tout team. Suivez-moi sur Twitch, on va reprendre bientôt. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Tac. On va ranger les fleurs du mal aussi.